Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre intitulée Le Petit Chose. Il s'agit d'un roman autobiographique d'Alphonse Daudet et publié en 1868. Daniel Heissette est né dans une ville du Languedoc, donc dans le midi de la France. Son père, Monsieur Heissette, possédait une fabrique dans laquelle il logeait sa famille. Les premières années que Daniel a passées là-bas sont les seules bonnes années de sa vie. Après la ruine de ses parents, il a dû quitter cet endroit. Monsieur Heissette a appris le même jour la naissance de Daniel et la disparition d'un de ses clients qui a emporté plus de 40 000 francs. Daniel est persuadé d'avoir été la mauvaise étoile de ses parents puisqu'après sa naissance, de nombreux coups du sort ont frappé sa famille, la menant à la ruine. Puisque Daniel était frêle et maladif, il n'a pas été envoyé à l'école, sa mère lui apprenant quelques rudiments. Alors que Daniel a bien pris la faillite de la fabrique, son père, déjà de nature violente, est entré dans une colère continuelle, s'en prenant à tout et à n'importe qui. Dès que le père avait le dos tourné, le reste de la famille se mettait à pleurer. Jacques, qui est le frère de Daniel, pleurait partout et tout le temps sans raison. La faillite a permis à Daniel de pouvoir gambader quand il le souhaitait dans l'usine et de jouer avec Rouget, qui était le fils du concierge. Daniel se prenait pour Robinson, Rouget jouait le rôle de Vendredi ou des Sauvages et la fabrique représentait une île sauvage. Daniel a décidé de ne plus fréquenter Rouget après qu'un juron lâché à table et appris de Rouget ait entraîné des conséquences négatives pour Daniel et lui ait fait comprendre que le démon rôde éternellement autour de nous. Le perroquet, cédé par l'oncle Baptiste, est devenu le nouvel ami de Daniel, bien que le perroquet ne parlait plus. Un jour, Daniel a aperçu des hommes en train de visiter l'usine. La fabrique a été vendue et la famille a dû déménager à Lyon. Monsieur Heissette a rejoint le premier lion. Le reste de la famille, c'est-à-dire la mère, Jacques, Daniel et la bonne Anou, sont partis le rejoindre une semaine plus tard. La famille a voyagé sur le Rhône en bateau durant 3 jours. Alors que le temps commençait à s'assombrir, ils sont arrivés à Lyon. Au moment du débarquement, il pleut. Daniel est interpellé par une voix qui lui crie Robinson. Il se rend compte que pour la première fois, son perroquet lui parle. Daniel l'avait oublié. Son père lui dit qu'ils iront le chercher le lendemain. Cependant, le jour d'après, le perroquet a disparu. Daniel habite maintenant au 4e étage d'une maison sale et humide. La cuisine est pleine de babarottes, autrement dit de cafards. Les habitudes changent et des noms ne sont plus les mêmes. La famille fait des promenades lugubres le dimanche. Anon tombe malade et est renvoyé dans le midi. Jacques est toujours en train de pleurer, ce qui met son père en grippe. Monsieur Heissette répète les mots « Jacques, tu es un âne ». Daniel et Jacques sont envoyés à la manécanterie de Saint-Nizier, car le collège est trop cher. Les enfants apprennent principalement à faire le service de l'église et ont peu de cours. Daniel trouve cela très amusant. Cependant, ayant appris qu'un de ses fils pouvait obtenir une bourse d'externe au collège de Lyon, Monsieur Heissette envoie Daniel au collège et veut garder Jacques avec lui afin d'en faire un négociant. À son entrée au collège, Daniel porte une blouse, ce qui amène les railleries de ses camarades qui riches n'en portent pas et le mépris de son professeur, qui le surnomme le Petit Chose. De plus, le Petit Chose n'a pas les mêmes affaires que ses camarades. Jacques l'aide à relier les livres et lui confectionne un cartable, mais il met trop de colle. À cause de sa situation, Daniel comprend qu'il faut travailler 2 fois plus que les autres pour être leur égal. Un jour que le Petit Chose revient à la maison plus tardivement que prévu, son père lui apprend que sa mère et Jacques sont partis, car le frère l'abbé est malade. Daniel s'imagine qu'il s'agit d'une punition divine, car il n'est pas revenu directement à la maison après avoir quitté le collège. Dans la soirée, ils reçoivent une dépêche. Le Petit Chose ouvre au coursier. Pressentant la mauvaise nouvelle, il décide de dire à son père qu'il s'agit d'un pauvre et cache la dépêche sous sa blouse. Dans sa chambre, il lit les 2 phrases « Il est mort. Priez pour lui ». Après que le Petit Chose ait rejoint son père dans la salle à manger, Monsieur Heissette devine dans le regard du Petit Chose que son fils aîné est mort et il se met à sangloter. Lorsque Madame Heissette revient à Lyon, le Petit Chose voit qu'elle a sur ses joues la ride des larmes. Le décès n'entraîne pas de grands changements dans la famille, sinon qu'elle devient encore un peu plus lugubre. Jacques ne pleure plus et a pratiquement abandonné sa manie de la colle. Un soir, Jacques se confie à Daniel. Dans un cahier, il est en train d'écrire un grand poème intitulé Religion. Poème en 12 chants. Il n'a écrit que les 4 premiers vers et n'ira jamais au-delà. Abandonnant son poème, Jacques s'est remis à pleurer et à renouer avec sa colle. Jacques donne son cahier au Petit Chose, qui y écrira ses poésies. Le Petit Chose fait un bond de 4 ou 5 ans. Il est maintenant en train d'achever sa philosophie et est resté petit et imberbe. Un jour, son père lui apprend qu'il n'ira plus au collège. En effet, le père est très endetté. Il doit vendre le peu qui reste et les membres doivent se séparer afin de mener chacun leur vie. La mère va retourner dans le Midi pour vivre avec son frère. Jacques travaillera dans un mont-de-piété à Lyon,
Le père va devenir commis-voyageur à la société vinicole et le petit chose va devenir maître d'études. Le petit chose doit partir dès demain par le bateau. Il emprunte le même bateau que celui qu'il a amené à Lyon 6 ans auparavant. Alors qu'il quitte sa famille, le petit chose ne pleure pas, tout comme le font les philosophes. Arrivé dans sa ville natale, le petit chose rend visite au recteur à qui il doit sa place. En voyant la petite taille et l'air juvénile du petit chose, le recteur lui dit que le métier lui sera plus difficile qu'à un autre. Le recteur va l'envoyer dans un collège à Sarlande, afin qu'il se forge au métier. Le petit chose doit s'y rendre le jour même. En attendant la diligence, il entre dans un cabaret. La cabaretière est Anou, qui est maintenant mariée à Jean Pérol. Anou lui prépare le déjeuner et Jean lui cherche une bouteille de vin. Comme sur le bateau, le petit chose fait croire qu'il va entrer à l'université et qu'il va gagner honorablement sa vie. Ils trinquent ensemble. Avant de partir, le petit chose passe voir la fabrique. Sur place, il se rend compte qu'elle a été transformée en un couvent de carmélites. Sarlande est une ville des Cévennes enserrée d'une montagne. Une fois dans la ville, le petit chose se rend au collège. Le portier, appelé Monsieur Cassagne, le prend pour un élève. Le petit chose rencontre le principal qui est interloqué qu'on lui envoie un enfant pour remplacer son ancien maître d'études nommé Monsieur Serrière. Le principal l'accepte au grand soulagement du petit chose. Le petit chose rencontre le surveillant général appelé Monsieur Viau. Si Monsieur Viau n'est pas très expressif, les bruits qu'il fait avec ses clés disent toutes ses pensées. Le petit chose devra coucher cette nuit à l'hôtel. Monsieur Viau lui remet le règlement de la maison. Le petit chose est obligé de retrouver son chemin parmi les couloirs et dans le noir. Deux femmes passent près de lui, mais ne le remarquent pas. Il s'agit d'une vieille femme à lunettes et d'une jeune femme aux yeux noirs. Un homme à moustache nommé Roger lui indique un hôtel bon marché. Quand le petit chose est seul dans sa chambre, il se met à pleurer. Il prend une résolution, celle de reconstituer la maison et le foyer Aïssette. Le lendemain matin, il se rend au collège. Monsieur Viau lui présente ceux qui vont être ses collègues, dont le gros Serrière qui l'invite à son punch d'adieu au café. Selon Serrière, le petit chose devra s'occuper de l'étude des petits que l'on mène facilement à la baguette. Serrière lui révèle que les seuls deux problèmes sont la vieille femme à lunettes, qui est en réalité la tante du principal et l'économe, et le père Viau. D'abord timide, le petit chose fait ensuite croire au sous-officier qu'il provient d'une famille riche qu'il a chassé à cause de quelques folies de jeune homme. De retour au collège, le principal présente le petit chose aux élèves. Le jeune homme commence sa première étude. Le petit chose n'a pas de problème pour se faire respecter des plus jeunes, dont le plus âgé a 11 ans. Le petit chose ne punit jamais les élèves dont il a la garde et à qui il raconte des histoires qu'il invente. Cependant, une apparition surprise de Monsieur Viau met fin aux histoires. Il semble au petit chose qu'il a 35 enfants, mais pas un ami. Il partage une chambre avec le maître des moyens, endroit dans lequel il s'enferme durant les heures de classe. Le petit chose y travaille son latin et son grec, afin de devenir professeur et de pouvoir reconstruire un foyer. Il a parfois envie de se remettre à la poésie, mais il s'en abstient. 2 fois par semaine, il subit le supplice de la promenade lors de laquelle le petit chose se retrouve à devoir surveiller tous les élèves du collège à la prairie et à devoir faire traverser la ville aux petits, dont il ne parvient pas à leur faire garder la discipline aux yeux de tout le monde. Bamban est l'élève qui lui fait le plus honte. Un jour que ce Bamban est dans un plus triste état que d'ordinaire, le petit chose l'exclut de la promenade. Cependant, il se met à l'aimer en comprenant que cet enfant représente le petit chose qu'il était plus jeune. Le petit chose et Bamban deviennent amis. Grâce au petit chose, Bamban fait des progrès, mais ils sont séparés lorsque le petit chose doit s'occuper de l'étude des moyens. Les moyens ont entre 12 et 14 ans. Ces élèves qui le haïssent tout de suite entrent en guerre avec le petit chose, qui n'est pour eux que le pion. Alors qu'ils pensent que les élèves l'ont maintenant oublié et occupent des postes enviables, le petit chose ne les a pas oubliés. Le seul réconfort est qu'il aperçoit 2 fois par jour la femme aux yeux noirs, qu'il surnomme les yeux noirs, qui passe son temps à coudre sous le regard de la vieille femme. Le petit chose ressent de la sympathie envers l'abbé Germane, qui est professeur de philosophie, alors que c'est un homme qui fait peur à tout le monde. Le petit chose voulait lire Condillac et ne trouvant pas de livre de cet auteur, il a voulu s'adresser à l'abbé Germane. L'abbé le possède et lui permet de l'emprunter. Il ne croit pas en la matière qu'il enseigne pourtant, c'est que le petit chose n'est pas heureux et que Dieu peut l'aider. L'abbé l'invite à venir prendre les livres qu'il souhaite quand il le veut. Alors que les deux hommes s'adressent peu la parole, le petit chose pense qu'ils sont de grands amis. À la fin de l'année scolaire, se déroule la remise des prix. Le petit chose fait peu attention au discours, étant occupé à regarder la femme aux yeux noirs qui continue de coudre. Suite à la cérémonie et à la remise des prix, les enfants partent en vacances, les uns rejoignant leur château, les autres leur métairie. Durant les vacances, le petit chose est gardé au collège par charité. Il en profite pour étudier les philosophes, mais sa chambre est une fournaise, ce qui l'empêche de travailler.
De sommeil et de fièvre, il tombe à terre. Il se réveille 8 jours plus tard à l'infirmerie et aux côtés de son père. Monsieur Heissette est venu le voir, puisque sa compagnie vinicole l'a envoyé dans les Cévennes. Il a trouvé son fils tombé par terre dans sa chambre et est resté auprès de lui depuis. Le petit chose apprend que sa mère vit toujours chez l'oncle Baptiste et que son frère est devenu le secrétaire de son directeur. Le père est obligé de repartir pour son travail. Un matin, les yeux noirs viennent lui rendre visite. Elle remplace Madame Cassagne qui est malade. Elle vient maintenant tous les matins et tous les soirs, au grand bonheur du petit chose. Le jeune homme est incapable de lui faire les confidences qu'il veut lui faire. Il lui écrit une lettre de 3 mots. Cependant, ce ne sont plus les yeux noirs qui viennent, mais la vieille fée aux lunettes. La rentrée reprend déjà. Le petit chose doit encore s'occuper de l'étude des moyens. Se déroule la messe du Saint-Esprit, puis 2 jours plus tard, la fête du principal. Lors de cette fête, un gala a lieu à la prairie et on pique-nique avec de la viande froide et du vin. Le principal lit un poème anonyme qu'on lui a adressé louant lui, les messieurs et la fée aux lunettes. L'auteur est le petit chose. Tous sont ravis du poème, hormis l'abbé Germain et monsieur Viau. Ensuite, monsieur Viau lit son poème accompagné de 2 élèves. Ce poème ne plaît à personne. Après 2 mois de repos, le collège finit par reprendre un rythme de vie normal, cadencé par les sons de cloche. Les moyens sont encore plus féroces que l'année dernière envers le petit chose. Ce dernier devient trop sévère, ce qui déprécie ses punitions. Il a besoin de monsieur Viau afin que le calme revienne dans son étude. Dans le collège se trouve un élève de 15 ans nommé Boucoiran et surnommé le Marquis, qui est important pour le vernis qu'il donne à l'établissement. Un jour, après que Boucoiran n'ait pas voulu sortir de l'étude et que l'élève l'ait provoqué, le petit chose s'en prend physiquement à lui. Quelques jours plus tard, le principal, monsieur Viau et monsieur de Boucoiran le père se rendent à l'étude. Les 2 premiers se plaignent de l'attitude qu'a eu le petit chose envers l'élève, veulent faire porter un blâme public sur le maître d'études et font passer l'élève pour une victime et le petit chose pour un monstre. La nouvelle, modifiée en défaveur du petit chose, fait le tour de la ville et paraît même dans un journal. Grâce à la protection du recteur, le petit chose n'est pas renvoyé, ce qui est pire puisque les élèves ne l'écoutent plus et qu'il doit supporter les provocations de Boucoiran et de son père. Le petit chose veut se battre en duel avec le marquis. Il demande de l'aide à Roger qui est le maître d'armes. Roger accepte de lui donner des leçons. Se déroule un mauvais hiver pour le petit chose. Ce dernier prend des cours d'escrime avec Roger au café Barbette. Un jour, Roger lui fait une confidence. Il est tombé amoureux d'une personne avec une situation élevée et il aimerait que le petit chose l'aide à lui écrire des lettres. Il s'agit d'une femme blonde de Paris nommée Cécilia. Le petit chose entretient une correspondance avec cette Cécilia. Il est parfois sincère quand il écrit ses lettres. Roger finit par obtenir un rendez-vous avec la belle. Le petit chose reçoit une lettre de Jacques. Son frère vit maintenant à Paris et est devenu le secrétaire d'un marquis. Tandis que le petit chose lit la lettre, le sous-préfet débarque au collège. Dans la lettre, nous apprenons que le père travaille maintenant en Bretagne où il vend du cidre pour une compagnie. La mère est seule. Jacques invite son frère à venir le rejoindre dans sa chambre située au quartier latin. Le petit chose est appelé chez le principal. Le sous-préfet dit que le petit chose a séduit la femme de chambre de sa femme. L'écriture des lettres reçues par la femme de chambre correspond à l'écriture du petit chose. Le jeune homme décide de ne pas dénoncer Roger. Il devra partir du collège dans 8 jours. Roger est soulagé du fait que le petit chose ne l'ait pas donné. Roger dit qu'il va se dénoncer et se tirer une balle après, ce qui fait que le petit chose lui fait renoncer à sa démarche. Le petit chose songe à rejoindre son frère, mais il faut qu'il paie ses dettes. Il imagine que Roger va les payer pour lui. À la fin des cours, le petit chose part à la recherche de Roger, qui serait à la prairie avec des sous-officiers. Le petit chose craint que Roger mette fin à ses jours. Il se rend à la guinguette où il pense que Roger y boit le coup de l'étrier afin de dire adieu à ses amis. Il se rend compte qu'on rit de lui. Caché, le petit chose entend Roger se moquer de la façon dont il a dupé le petit chose de manière à ne pas se faire renvoyer. Le petit chose revient au collège. Il écrit une lettre à son frère dans laquelle il lui demande de lui pardonner son geste et une lettre à l'abbé afin qu'il transmette la lettre à Jacques et qu'il lui coupe des cheveux pour sa mère. Il se rend au vieux gymnase et pense à se pendre à l'anneau de fer. L'abbé Germain l'empêche de faire le geste irrémédiable. Il l'emporte dans sa chambre. Le petit chose lui conte ses mésaventures. L'abbé lui recommande de partir rapidement, dit qu'il réglera ses dettes et le fait dormir dans son lit. Le lendemain, l'abbé lui fournit de l'argent afin que le petit chose puisse se payer le voyage et rembourser ses dettes. L'abbé lui dit qu'il est un enfant et qu'il craint qu'il le reste toute sa vie. Après le départ de l'abbé, le petit chose s'apprête à partir. Le petit chose paie les dettes qu'il a envers M. Barbette et M. Cassagne.
Lorsqu'il revient au collège avec un homme de la diligence qui portera sa malle, il croise Roger qui se tait face au regard du petit chose. Avant de partir du collège, il jette les clés de Monsieur Viau au fond d'un puits. Il s'en va de la ville, ayant pour projet de revoir sa mère dans sa ville natale, puis de partir pour Paris. Le petit chose se rend chez l'oncle Baptiste qui a la manie du coloriage. Le petit chose remarque que sa mère est malheureuse de vivre entre son frère et la femme de son frère. Il décide de mentir en disant qu'il vient de quitter l'université et qu'il va rejoindre une bonne place à Paris. La tante aimerait que le petit chose fasse venir sa mère à Paris, afin que son mari ne soit plus une vache à lait. Bien que le petit chose veuille tirer sa mère de là, il sait que cela est impossible. Afin d'arriver à Paris, le petit chose voyage en wagon de 3e classe. Le voyage dure 2 jours. Il est mal installé, n'a rien à manger et a seulement des caoutchoucs aux pieds qui ne le protègent pas contre le froid. À la gare, il rejoint son frère Jacques. Paris ne correspond pas à l'idée qu'il s'était faite. Le petit chose et son frère se rendent à la chambre de Saint-Germain-des-Prés rue Bonaparte où se trouve du feu et de la nourriture. Jacques raconte à son frère la situation du foyer après son éloignement. Il y a eu les départs de la mère et du père, la vente des meubles, le fait qu'il se soit retrouvé seul dans la maison et l'invasion massive des babarottes qui l'a poussé à fuir. Voulant lui aussi reconstruire le foyer, Jacques est parti pour Paris. Il s'est muni de 2 lettres de recommandation et d'un nouvel habit et est parti. Il s'est rendu tour à tour chez le comte qui l'a reçu froidement et chez le duc qui l'a reçu gaiement, les deux lui ayant dit qu'ils allaient se charger de son affaire. Cependant les jours suivants, le duc fera tout pour ne pas le recevoir. Jacques a reçu une lettre du comte qui lui a proposé un travail de secrétaire chez le marquis d'Acqueville. Le vieux marquis d'Acqueville souhaitait un secrétaire afin de pouvoir faire écrire ses mémoires avant sa mort, et ce contre 100 francs par mois, le dîner et la promesse d'un cadeau une fois les mémoires terminées. Jacques a commencé son travail le jour même. Il est content de son travail auprès du vieil homme. Jacques dit avoir rencontré M. Pierrotte, qui est le frère de lait de sa mère. C'est au tour du petit chose de raconter ses aventures à son frère. Jacques reconnaît que le petit chose est un petit enfant incapable d'aller seul dans la vie, et il lui propose d'être comme une mère pour lui. Le petit chose appellera son frère « ma mère Jacques ». Tandis que le petit chose se repose, Jacques va à son travail. Le petit chose se réveille dans la journée et décide d'aller visiter Paris. Dans les rues, le petit chose se fait remarquer des passants à cause de son allure et de sa démarche étrange. Par hasard, il rencontre Jacques, à qui le marquis a donné congé pour la journée. Ensemble, ils se promènent. À cause de son frère, le petit chose commence à avoir honte de ses caoutchoucs. Après leur retour chez eux, la malle du petit chose arrive. Lors de l'inventaire, Jacques se rend compte que son frère écrit toujours des vers. Après qu'il ait forcé le petit chose à lire ses poèmes, il décide que son frère doit devenir poète et accepte de gagner de l'argent pour 2. Jacques imagine même son frère entrer à l'Académie française. Il fait un budget. Sur les 100 francs qu'il reçoit chaque mois, 60 seront alloués aux besoins des 2 frères et 40 francs seront envoyés à Madame Issette pour la reconstruction du foyer. Il dédie des sommes à chaque poste de dépense. Jacques souhaite, en plus de son travail, avoir une place de teneur de livres afin de pouvoir acheter des vêtements et des souliers aux petits choses. Durant les premiers jours, le petit chose se chargeait d'aller chercher de l'eau dans la cour le matin. Cependant, après avoir rencontré la dame du premier, sa vanité en a pris un coup. C'est maintenant Jacques qui s'occupe de cette tâche. Pendant que Jacques est au travail, le petit chose fait de la poésie et ne reçoit de visite de personne. La chambre ne devient joyeuse qu'après le retour de Jacques. Lorsque Jacques dit sortir voir Pierrotte, le petit chose sait très bien pourquoi son frère va rejoindre son ami. Le petit chose est intrigué par sa voisine Mademoiselle Coucou Blanc, qu'il ne connaît pas encore et qu'il pense être une grisette tant son frère est énigmatique au sujet de cette femme. Pourtant un jour, il se rend compte qu'il s'agit d'une horrible femme à la peau noire qui est au service de la dame du premier et qui s'enivre toutes les nuits. Jacques trouve une place de teneur de livres à 50 francs par mois et n'ira chez Pierrotte que le dimanche. Un jour, Jacques propose à son frère de se rendre avec lui chez son ami. Le petit chose dit qu'il ne peut pas, car il n'a pas de costume présentable. En route, Jacques lui achètera des vêtements et ils iront ensuite chez Pierrotte. À 20 ans, Pierrotte était un campagnard. Sa bonne amie s'appelait Roberte. Il a été tiré au sort afin d'intégrer l'armée. Cependant Madame Issette lui a donné de l'argent afin que Pierrotte puisse acheter un homme qui allait prendre sa place. Pierrotte et Roberte sont allés à Paris afin de pouvoir rendre l'argent à Madame Issette. Année après année, Pierrotte et sa femme ont envoyé de l'argent à Madame Issette jusqu'à la débâcle des Issettes. En arrivant à Paris, Roberte a fait le ménage chez les Lalouette. Pourtant avares et maniaques, ils ont fini par être séduits par Roberte. Le vieux Lalouette a prêté de l'argent à Pierrotte afin qu'il puisse entreprendre un commerce à son idée.
Pierrotte récupérait tout ce que les gens ne voulaient plus, le tout étant ensuite revendu à un chiffonnier. Il est devenu un temps garçon de magasin chez les Lalouette. Après avoir pris des cours, il a remplacé les Lalouette au comptoir et à la vente. Pierrotte a eu une fille appelée Mademoiselle Pierrotte, prénommée Camille et qui a 16 ans au moment du récit. Pierrotte est devenue associée aux Lalouette, puis a repris le magasin de porcelaine. Robert est décédé. Jacques et le Petit Chose arrivent à l'ancienne maison Lalouette et rencontrent Pierrotte. Ce dernier remarque des ressemblances entre le Petit Chose et sa mère. Jacques et le Petit Chose montent au 4e où se trouve l'appartement de Pierrotte. Dans l'appartement se trouvent Camille, Madame Lalouette et la veuve Tribou surnommée la Dame de Grand Mérite. Le Petit Chose trouve que Camille n'est pas jolie. Cependant, il change d'avis en remarquant ses 2 grands yeux noirs qui lui rappellent la femme du collège. Il se rend compte que le père Lalouette est aussi présent. Viennent Pierrotte et le commis qui jouait de la flûte. Après que Camille ait joué Rêverie de Rosélène au piano, elle demande au Petit Chose de dire des vers. Le Petit Chose parvient à ne pas le faire. Il remarque qu'il existe 2 personnes en Camille qui sont la petite bourgeoise et les yeux noirs. Après être sorti, Jacques parle au Petit Chose de l'amour qu'il ressent pour Camille, mais il sait que Camille ne l'aime pas en retour. Jacques dit que Camille n'a jamais aimé avant ce soir. Il pense qu'elle pourrait aimer le Petit Chose. Le Petit Chose reste quelque temps sans retourner à l'ancienne maison Lalouette, tandis que son frère y va tous les dimanches dans l'espoir de séduire Camille. Même si le Petit Chose décide de ne plus retourner chez Pierrotte, il est obsédé par les yeux noirs. Jacques revient triste de ces dimanches, car Camille ne l'aimera jamais et il sous-entend que c'est parce qu'elle aime son frère. Le Petit Chose décide de retourner chez Pierrotte, afin de parler de l'amour de Jacques à Camille. Il rejoint à table Pierrotte, Camille et la Dame de Grand Mérite. Camille a placé une rose rouge dans ses cheveux. Ensemble, ils prennent un café. Après les départs de Pierrotte et de la Dame de Grand Mérite, le Petit Chose reste seul avec la jeune fille. Camille pense que si le Petit Chose ne vient pas, c'est car Mademoiselle Coucou Blanc l'en empêche, élément que ne contredit pas le jeune homme. Le Petit Chose loue Jacques, espérant émouvoir Camille. La rose tombe de la tête de Camille. Le Petit Chose la ramasse et dit qu'elle sera pour Jacques, mais les yeux de la jeune fille souhaitent que la fleur soit pour lui. Le Petit Chose cache cette sortie à son frère. Cependant, en se déshabillant, le Petit Chose fait tomber la rose et Jacques comprend tout. Depuis que Jacques a fait se rencontrer Camille et le Petit Chose, il a su que c'était fini pour lui et que Camille aimait son frère. Jacques n'en veut pas à son frère et l'aime comme auparavant. Le Petit Chose retourne chez Pierrotte et parvient à se faire apprécier de tous. Les 2 amoureux sont laissés seuls dans le salon, toutefois surveillés par Mademoiselle Pierrotte, qui le double intransigeant des yeux noirs. Il dit à Mademoiselle Pierrotte qu'il parlera de ses projets à son père, lorsqu'il aura fini son poème. Le Petit Chose termine son poème. Il a besoin d'un avis impartial, autrement dit un avis autre que celui de son frère. Il décide de lire son poème à un voisin de table de la crèmerie où il prend ses repas, car cet homme n'apprécie pas non plus les poèmes indiens d'un nommé Bhagava. Cependant, ce voisin refuse d'écouter le poème du Petit Chose, car il ne possède pas de critérium. Jacques conseille à son frère de lire le poème chez Pierrotte, où il pourra le déclamer aux personnes habituelles et à des personnes très distinguées qui pourront être invitées. Le Petit Chose accepte. Le jour J, le Petit Chose lit à son public parmi son poème intitulé La Comédie pastorale, la première partie nommée « Les aventures d'un papillon bleu ». Dans le premier acte, une bête à bon Dieu veut retourner chez elle, décision que veut repousser son ami le papillon. Ce dernier fait monter la bête à bon Dieu sur lui et s'envole. Au lieu de la ramener chez elle, le papillon atterrit sur une plante. Le papillon force la main de son ami, afin qu'ils entrent ensemble boire chez le muguet. Lors du second acte, il fait presque nuit, lorsque le papillon et la bête à bon Dieu repartent. La bête à bon Dieu n'est plus aussi pressée de rentrer. Elle révèle à son ami que de nombreux animaux le détestent. En effet, le papillon passe pour un bohème, un réfractaire, un poète, un sauteur. La bête à bon Dieu dit adorer le papillon et veut encore faire une pause avec lui. Ils vont tous les 2 chez la rose. Dans le 3e acte, après être sorti de chez la rose, le papillon doit ramener la bête à bon Dieu de force chez elle. Rentrant de nuit, le papillon se fait agresser par ses ennemis. Il est blessé à mort. Lors de son cortège funèbre, il reçoit les critiques des animaux. Au cimetière, les nécrophores le dévorent. Seule la bête à bon Dieu le pleure. Les auditeurs du poème sont peu enthousiastes de la lecture. Certains proposent des modifications. L'Alouette dit être content du meurtre du papillon. Pierrotte a un air singulier, que le Petit Chose ne parvient pas à expliquer. 2 jours plus tard, Camille lui écrit de venir, car son père sait tout. Cependant, le Petit Chose n'y va pas, voulant vendre son poème auparavant. Il ne parvient à rencontrer aucun éditeur. Le dimanche, Jacques se rend seul chez Pierrotte. À son retour, Jacques dit à son frère que Camille se désole de son absence et qu'il faut aller la voir.
Le Petit Chose se rend le lendemain chez Pierrotte. Après que Pierrotte l'ait questionné, le Petit Chose dit aimer Camille. Selon Pierrotte, le Petit Chose et sa fille ne pourront pas se marier avant 3 ans, à cause de leur jeune âge. D'ici là, le Petit Chose devra se faire une position. Pierrotte lui conseille d'entrer dans sa boutique de porcelaine, afin de devenir son associé. Le Petit Chose n'a pas envie de vendre de la porcelaine. Il entend divers objets lui répéter « Tu vendras de la porcelaine ». Cependant, il demande à Pierrotte un délai de réflexion d'1 mois. Jacques est indigné de la proposition que Pierrotte a faite à son frère. Puisque le Petit Chose ne parvient pas à avoir un éditeur pour publier son poème, Jacques dit qu'il sera publié à leurs frais. Jacques rencontre un imprimeur qui accepte l'impression de l'œuvre contre 900 francs. Jacques compte payer grâce à des billets renouvelables tous les 3 mois et grâce à l'argent que va rapporter les ventes. Il espère un bénéfice de 1100 francs. Le premier exemplaire paraît et le Petit Chose le donne à Camille. Le soir même, le Petit Chose apprend qu'un de ses livres a été vendu. Le lendemain, Jacques dit à son frère qu'il devra s'absenter dès ce soir durant un temps indéfini afin de suivre le marquis à Nice. Après que le Petit Chose se soit séparé de son frère, il se sent plus vulnérable. Le Petit Chose reçoit une lettre de la dame du premier, nommée Irma Borel, qui lui demande une dédicace. Il décide de ne pas aller voir cette femme par peur de faire pleurer Camille. Le Petit Chose se rend tout de même chez Irma Borel. Il s'agit d'une comédienne d'art dramatique qui va débuter au Théâtre Français. Aux questions d'Irma Borel, le Petit Chose se livre, si bien qu'Irma connaît pratiquement toute l'histoire du Petit Chose. Irma Borel sait lui dire ce qu'il faut, ce qui enflamme la vanité du Petit Chose. Un sculpteur, Bagava et un professeur de déclamation entrent et lui font tous des éloges. Le Petit Chose est obnubilé par les bras blancs et les cheveux blonds d'Irma. Dans une lettre, il parle de cette femme à son frère dont il fait un portrait flatteur. Alors qu'il devait passer la soirée chez Pierrotte, il reçoit une proposition d'Irma Borel qui l'invite au Théâtre Français. Il refuse, car il n'a pas d'habit. Chez Pierrotte, le Petit Chose aime déjà moins Camille. Il est plusieurs jours sans avoir de nouvelles d'Irma. Le Petit Chose reçoit une lettre de Jacques qui lui raconte son installation à Nice et qui lui recommande de ne plus retourner chez Irma Borel, devinant en elle une aventurière. Cependant, lorsqu'Irma vient frapper à la porte, il ne fait pas comme s'il n'était pas là. Cela fait 2 mois que Jacques est parti. Il suit maintenant le marquis en Italie et est harassé de travail. Le Petit Chose donne de fausses informations à son frère, lui faisant croire que tout va bien. Il finit par lui écrire une lettre dans laquelle il lui avoue qu'il ne travaille plus, que ses livres ne se vendent pas, qu'il revoit Irma Borel et qu'il ne revoit plus Camille. Il se rend enfin compte qu'Irma n'est ni talentueuse, ni bonne, ni intelligente. Il écrit être tombé dans ses griffes, mais de lui avoir échappé. Alors qu'il s'est confié à elle, il ne sait que très peu de choses de cette femme. Après que l'entourage d'Irma lui ait fait comprendre que le Petit Chose est un mauvais poète, elle a gardé uniquement pour le caractère de sa tête. Un soir, le Petit Chose a surpris Irma dans sa chambre, voulant lire ses lettres. Il lui a permis de lire les lettres à condition qu'elle lui dise où elle allait tous les matins de 8h à 10h. Irma a ainsi appris qui était l'amoureuse, qui n'est pas si noble qu'il a voulu le faire croire, du Petit Chose et où elle habite. Quand elle découvre le cœur en sucre qu'a envoyé Camille, Irma le donne à manger à sa servante. Le professeur de déclamation a voulu donner une représentation avec Irma et ses élèves. Le Petit Chose a dû remplacer un enfant acteur manquant. La représentation s'est déroulée sans embûche majeure. Ce matin, Irma lui a avoué qu'avant et durant sa période avec le Petit Chose, un homme était dans sa vie afin de satisfaire ses goûts de luxe. Elle lui a proposé de tout quitter pour le Petit Chose et de vivre avec lui. Elle a dégoté, pour eux deux, un engagement afin de travailler dans un théâtre. Cependant, le Petit Chose ne veut pas devenir comédien. Énervée, elle lui a dit tout ce qu'elle pensait de lui. Le Petit Chose s'est rendu au magasin de Pierrotte, mais imaginant qu'on ne pouvait pas lui pardonner le fait de ne pas avoir donné de nouvelles durant 2 mois, il n'y est pas entré. Le Petit Chose ne supporte plus sa situation. Il a peur qu'Irma revienne vers lui. La lettre destinée à son frère ne partira pas. Le Petit Chose arrive aux pages les plus sombres de mon histoire. Il est devenu comédien auprès d'Irma. Il vit maintenant dans un 2 chambres situé dans une grande maison lugubre avec Irma et Coucou Blanc. Irma est heureuse de l'existence d'artiste pauvre qu'elle mène et est acclamée par le public, non pas à cause de son talent, mais à cause de sa beauté et de ses robes. Le Petit Chose réussit moins bien. Il se débrouille mieux dans les vaudevilles que dans les drames. En pleine représentation, il lui arrive de penser à sa mère, à son frère et à Camille. Le Petit Chose ne parvient pas à se fondre parmi les autres comédiens, contrairement à Irma qui est appréciée de tous. Le Petit Chose et Irma ne s'aiment pas, pourtant ils ont chacun peur que l'autre parte. Jacques ne se doute pas de l'existence que connaît son frère. Il continue d'envoyer au Petit Chose 100 francs par mois. Cette somme ainsi que les appointements sont gaspillés par le couple. Les dettes s'accumulent. De l'argent est emprunté à l'imprimeur au nom de Jacques.
La dette envers l'imprimeur s'élève au total à 1300 francs, en comptant les frais d'impression. Le petit chose est angoissé à l'idée que son frère découvre la vérité. Il fait des cauchemars dans lesquels son frère vient de mourir et Camille est devenue aveugle à force de pleurer. Un soir qu'il est dans sa loge, Jacques appelle son frère. Le petit chose lui demande de l'enlever, ce que fait Jacques. Par une lettre de Pierrotte, Jacques a appris que le petit chose avait disparu. Le marquis lui ayant refusé un congé de 8 jours, Jacques a dû quitter sa place. De retour à Paris, il a appris que son frère n'habitait plus rue Bonaparte, que la comédie pastorale ne s'est pas vendue et que son frère a fait des dettes. Jacques s'est rendu chez Pierrotte, qui a changé à cause du chagrin de sa fille qui dure depuis 5 mois. Alors que Jacques lui a demandé 1500 francs, Pierrotte lui en a fourni 2000. Jacques a remboursé la dette de l'imprimeur. De retour dans la chambre rue Bonaparte, il a trouvé la lettre que Daniel ne lui a pas envoyée. Ainsi, il a su que son frère a un engagement à Montparnasse. Le lendemain, Jacques a quitté sa chambre et s'est installé à l'hôtel Pilois situé au Batignolles. Il a ensuite cherché son frère au théâtre, sans attirer l'attention d'Irma. Jacques amène son frère dans la chambre d'hôtel où le repas est servi, comme lors de l'arrivée du petit chose à Paris, quoique ce ne soit pas la même chose. Ils ne parviennent ni à manger, ni à bien dormir. Le petit chose remarque que son frère tousse et a un air maladif. Jacques veut qu'il recommence une vie nouvelle et que son frère commence un nouveau poème, alors que le petit chose souhaite travailler comme son frère. Jacques lui achète des vêtements, car le petit chose n'a que les vêtements qu'il avait la veille sur scène. Après que Jacques ait raccompagné le petit chose à l'hôtel, le petit chose s'en va on ne sait où. Le jeune homme se plaint du manque de confiance de son frère. Jacques obtient de nouveau un emploi chez le marchand de fer dont il tenait les livres. Tandis que l'un travaille, l'autre rêvasse. Le petit chose trouve un travail comme surveillant général à l'institution où lit. Il s'agit d'une petite école dans laquelle il fait des tâches qui ne devraient pas lui être destinées, mais où il est heureux de gagner sa vie. Le petit chose veut faire venir sa mère à l'hôtel. Cependant, son frère lui dit d'attendre. De retour de son travail, le petit chose apprend d'un médecin que Jacques ne passera pas la nuit. Son frère est atteint d'une phtisie galopante. En entrant dans la chambre, le petit chose se rend compte dans quel état extrême est son frère. Jacques a fait appeler Pierrotte avec qui il s'entretient. C'est Pierrotte qui s'occupera dorénavant du petit chose. Le prêtre donne les sacrements à Jacques. Ce dernier décède avec la main de son frère dans sa main. Le petit chose comprend que le prêtre présent est l'abbé Germane, qui est de passage à Paris, et dont le frère a été appelé par Jacques. Le petit chose se souvient, comme d'une chose lointaine, de l'enterrement de son frère et du fait que Pierrotte l'ait emmené chez lui. Le petit chose tombe malade et on pense qu'il va mourir. Les habitants de l'ancienne maison L'Alouette en sont attristés. Le petit chose finit par guérir au bout de 3 semaines et par renouer avec la réalité. Il reconnaît Camille. Un médecin dit que dans 8 jours, il sera sur pied. Quand le petit chose interroge Camille sur la petite robe noire qu'il a semblé voir, Camille lui dit qu'il a dû rêver. Cependant, peu de temps après, le petit chose se rend compte que sa mère est présente. La mère est devenue aveugle à force d'avoir trop pleuré. Le petit chose se rend compte qu'il ne faut pas qu'il meure pour sa mère et pour son père. Il comprend que Camille ne l'aime plus puisqu'elle ne reste pas longtemps auprès de lui. Le petit chose parle avec Pierrotte. Il lui dit qu'il aimerait remplacer le commis qui va bientôt quitter le magasin. Pierrotte est d'accord, mais il faut que sa fille le soit aussi. Après qu'il ait en fait en sorte que Camille et le petit chose s'expliquent, le petit chose lui dit que Camille lui a pardonné. En convalescence, le petit chose a envie de commencer son travail et ne pense plus à faire de la poésie. Les livres non vendus serviront à envelopper les coquetiers que Pierrotte va envoyer à Madagascar. Le petit chose se lève pour la première fois. Pierrotte prépare une nouvelle enseigne qui indique que le petit chose va devenir l'associé de Pierrotte. Le roman raconte la vie de Daniel Eysset de sa petite enfance dans le Languedoc jusqu'à son association avec Pierrotte dans le but de diriger un magasin de porcelaine à Paris. L'histoire est racontée du point de vue de Daniel. Avant qu'un professeur du collège ne l'appelle le petit chose, il utilise le pronom « je ». Après cette période, il parle souvent de lui à la 3e personne du singulier, comme si le petit chose n'était plus observateur, mais observé par le narrateur. Par ailleurs, l'auteur utilise d'autres dénominations spéciales. La femme aux yeux noirs, puis Camille seront appelés les yeux noirs. Les verbes qui suivent seront conjugués à la 3e personne du pluriel. Après que Jacques déclare devenir comme une mère auprès de son frère, le petit chose l'appelle « ma mère Jacques ». Le roman commence par une tragédie. En effet, la fabrique familiale est en faillite et finit par être vendue. L'enfance de Daniel l'empêche de voir la situation telle qu'elle est. En effet, lorsque la fabrique n'est plus en activité, Daniel ne voit que le fait qu'il peut s'amuser à l'intérieur quand il le veut. Au moment du départ à Lyon, il pense à la joie de monter sur un bateau et au bonheur d'emmener son perroquet. Quand il est envoyé à la manécanterie, il se dit heureux,
alors qu'il ne remarque pas qu'il ne bénéficie pas de cours tels que les autres garçons de son âge ont. Au moment de son départ pour son poste de maître d'études, il ne pleure pas en quittant sa famille, car il imagine que c'est comme cela que font les philosophes. Par la suite, le petit chose ne grandira pas. Tout d'abord, il restera chétif, petit et avec un air juvénile. Il ne grandira pas non plus dans sa tête. Le petit chose fait des expériences malheureuses, mais il n'en retient pas la leçon. L'abbé Germain dira qu'il est un enfant et qu'il craint qu'il le demeure pour le reste de sa vie. Jacques pense de même. Le petit chose est un personnage niais. Lorsqu'il est dans la chambre de son frère et qu'il entend mademoiselle Coucou-Blanc monter dans la chambre voisine, bien des éléments nous donnent à penser qu'elle est saoule. Pourtant, le petit chose ne le comprend qu'après avoir vu une bouteille d'alcool dans la chambre de sa voisine. De même, il ne saisit pas que, lorsqu'on lui dit que les éditeurs ne sont pas chez eux, les éditeurs ne veulent tout simplement pas le recevoir. Ne le comprenant pas, il revient plusieurs fois afin de les voir, ce qui bien sûr échoue. Ceci n'est pas sans rappeler Jacques qui ne comprend pas que le duc, qui lui a paru sympathique et qui lui a promis de lui chercher du travail, n'accepte plus de le revoir. À cause de cette incompréhension, il revient plusieurs fois au même endroit afin de faire la même demande. Alors que le petit chose ne comprend pas les paroles des gens selon leur sens véritable, il parvient étonnamment à comprendre ce que signifient les bruits des clés de Monsieur Viau. Le sommet de la niaiserie est atteint lorsque Roger fait en sorte que le petit chose se fasse renvoyer tandis que lui restera à son poste. Le visage pâle de Roger lorsqu'il part de chez le principal et qu'il rencontre Daniel qui lui est convoqué chez le principal suffit pourtant à comprendre qu'il a peur que le petit chose le dénonce. Ensuite, Roger utilisera subtilement son discours afin que le petit chose renonce au fait que Roger se dénonce. La bêtise du petit chose continuera lorsqu'il pensera que Roger est à la prairie afin de se donner la mort. Il ne découvrira la vérité que lorsqu'il écoutera une conversation entre Roger et les sous-officiers. Daniel est un personnage qui ne se rend compte que trop tard qu'il s'est fait avoir. Ainsi, dans le train qui le mène à Paris, il était assis à une place telle qu'il était proche de la fenêtre. Cependant, à la demande de quelqu'un, il change de place. Le petit chose sera dans une position inconfortable durant le reste de son voyage. Le petit chose est un personnage qui se confie trop facilement. Il se confiera à l'abbé Germain, ce qui n'est pas grave en soi. Cependant, il se confiera de trop et trop vite à Irma qui connaîtra tout de lui, alors qu'il ne connaîtra pratiquement rien d'elle. Daniel est quelqu'un qui se fait avoir. Il paie plus cher que le prix normal les leçons d'escrime de Roger, tout en croyant bénéficier d'un prix spécial. Lorsqu'il occupe le poste de surveillant général à l'institution Ouli, il doit passer le balai, alors que ceci ne fait pas partie de ses fonctions. Cependant, la réalisation de cette anomalie ne compte pas pour le petit chose, qui est heureux de gagner sa vie. Daniel est sans armure pour se défendre des agresseurs extérieurs. Dans le chapitre dans lequel le petit chose écrit une lettre à son frère, Daniel est décrit comme une personne qui a tellement peur qu'Irma vienne à lui, qu'au moindre bruit, il interrompt l'écriture de sa lettre. S'il a tant peur d'elle, c'est car il sait qu'il ne résistera pas à la volonté d'Irma de le revoir et de lui imposer ses idées. Daniel est un être sans carapace, ce qui le rend très vulnérable aux désirs des autres. On peut se demander pourquoi Daniel est ainsi. Dès le départ, Daniel paraît être un enfant isolé. Daniel parle bien de ce que font les membres de sa famille et des interactions qu'il y a entre eux. Cependant, il y a peu d'interactions entre Daniel et le reste de sa famille. Dans le premier chapitre, il est peu question de Jacques, alors que cet individu aura pour lui une importance primordiale par la suite. Quand il est enfant, au lieu de s'amuser avec son frère, Daniel joue avec le fils du concierge, qu'il finira par écarter. Daniel s'amuse dans une usine vide et se sert de son imagination pour créer des histoires, dont Robinson est un idéal. Plus tard, il inventera des histoires lorsqu'il devra surveiller les petits du collège. Lors de son arrivée à Lyon, Daniel est séparé de son perroquet, qui était son unique compagnon de jeu. Au collège, Daniel n'est pas accepté par les autres élèves à cause de sa pauvreté. Il n'est pas non plus respecté par le professeur, qui l'appelle le petit chose. Daniel insiste sur le fait qu'il a pourtant dit plusieurs fois à ce professeur son véritable nom, ce qui démontre que le petit chose ne peut pas deviner la malice chez autrui. Daniel grandit entre un père colérique et une mère très effacée. Jacques, qui essaie alors de lui apporter de l'aide, le fait d'une telle façon qu'il est inutile. Le petit chose est expulsé rapidement du foyer familial. Nous savons qu'à ce moment-là, il achevait ses études de philosophie, ce qui signifie qu'il doit avoir environ 17 ans. Daniel n'aura pas son baccalauréat, ce qui contribuera à le rendre vulnérable. Lorsqu'il étudiera au collège afin de devenir professeur, il n'ira pas jusqu'au bout. Son frère, qui ne bénéficiera même pas d'un passage au collège, devra faire des travaux pénibles et mal payés. À Sarlande, Daniel est très seul. Il n'a plus sa famille, n'a pas de véritables amis. Il était respecté par les petits, mais chahuté par les moyens. Qu'il ne parvienne pas à maintenir la discipline dans sa classe est une chose, mais que d'autres personnes puissent le remarquer lors de la sortie des élèves dans les rues lui apporte la honte. Ce qui apporte la malaisance en Daniel n'est pas son incapacité, mais le fait que les autres remarquent son incapacité. Plus tard, il sera gêné par son aspect à Paris lorsque les passants le regarderont.
Lorsque Daniel vivra à Paris avec son frère, Jacques ne lui sera d'aucune aide. En effet, Jacques le traitera comme un enfant. Daniel n'aura pas besoin de travailler puisque Jacques gagnera assez d'argent pour eux deux. Jacques le maternera beaucoup trop, ce qui empêchera son frère de grandir. Dès qu'il manquera quelque chose à Daniel, Jacques ira le lui acheter. Jacques ira même jusqu'à cumuler 2 emplois afin de pouvoir acheter des vêtements et des souliers à son frère. Surtout, Jacques entraîne son frère à faire de la poésie. En fouillant la malle de son frère, Jacques découvre le cahier de poésie. Alors que Daniel trouve que ses vers n'en valent pas la peine, Jacques le pousse à lire ce qu'il a écrit. Jacques est incapable d'avoir un avis impartial sur le travail de son frère. Il pense même que son frère peut entrer à l'Académie française, ce qui démontre qu'il a une grande naïveté. Lors de la lecture du poème chez Pierrotte, Jacques défend son frère contre les quelques remarques des invités, ce qui indique qu'il a une confiance aveugle envers le talent de Daniel. Dès que Jacques s'absente, le petit chose se sent de suite comme une personne vulnérable. Daniel n'est pas un personnage sans défaut. Son plus gros problème est la vanité. C'est par vanité qu'il laisse son frère aller remplir la cruche à sa place, parce qu'il ne veut pas rencontrer une nouvelle fois la dame du premier en faisant ce travail de subalterne avec une mauvaise mise. Ayant compris le caractère de Daniel, Irma le brosse dans le sens du poil lorsqu'elle l'invite pour la première fois chez elle. Afin de ne pas avouer la vérité, il dira aux personnes du navire qu'il amène à sa ville natale ainsi qu'à Anouk qu'il va entrer à l'université et qu'il sera très bien payé. Il continuera à mentir dans le café de Sarlande, en disant aux officiers qu'il provient d'une famille très riche. Un autre défaut de Daniel est l'intérêt qu'il porte aux femmes. Il est d'abord attiré par la femme qu'il prénomme Yeux Noirs, dès la première fois qu'il la rencontre dans un couloir obscur. Elle sera un des rares personnages du collège sur lequel il portera une affection. Lorsque Jacques lui apprendra que Pierrotte a une fille, Daniel lui demandera si elle est jolie, ce qui paraît saugrenu comme question. Le petit chose s'imaginera des choses sur sa voisine Mademoiselle Coucou Blanc, avant de la voir telle qu'elle est. Daniel se dira attiré par les bras blancs et la chevelure d'Irma. Depuis l'épisode de la cruche, nous devinions que cette femme avait un certain attrait pour le petit chose. Daniel ne se rendra compte que trop tard de la multitude de défauts de cette femme. Un dernier défaut de Daniel est son manque d'assiduité. Il lui arrive de se fixer des règles de vie, mais rapidement il s'en détourne. Par exemple, il se dit qu'il ne se rendra pas chez Irma Borel après que celle-ci lui ait demandé une dédicace. Cependant, dès le chapitre suivant, nous apprenons qu'il s'est rendu chez cette femme. Bien que le petit chose croise sur son chemin des personnes malveillantes, il rencontre quelques personnages lumineux. Chronologiquement, c'est d'abord le cas de l'abbé Germane. Alors que les autres ne voient en lui que l'homme bourru et qu'il fait peur aux autres, Daniel est capable de voir en lui un ami. L'abbé Germane le sauvera de la pendaison et lui donnera l'occasion de partir en lui donnant de l'argent qui servira à payer ses dettes avant son départ et à payer le voyage. L'abbé sera encore présent pour Daniel après la mort de Jacques. La seconde personne bienveillante envers Daniel est son frère. Même si Jacques s'y prend mal pour aider son frère, il lui offre un toit, de quoi se nourrir et des vêtements. Ceci est important puisque cela tombe au moment où Daniel est renvoyé de son collège. Sans la proposition de Jacques de le rejoindre à Paris, on peut se demander quel aurait été le sort de Daniel, sans argent et sans endroit où aller. Jacques aide également encore son frère après qu'il soit devenu comédien et qu'il soit tombé dans les griffes d'Irma. Il lui offre de nouveau un toit, de quoi manger et la possibilité de recommencer une nouvelle vie. La troisième personne bienfaisante envers le petit chose est Pierrotte. Si Pierrotte agit bien, c'est grâce au souvenir qu'il a de Madame Heissette et grâce à la promesse qu'il a faite à Jacques sur son lit de mort. Pierrotte n'est pas un personnage foncièrement bon. Ayant dû se débrouiller seul très jeune, il ne comprendra jamais Daniel. Son refus de voir en lui un poète, et sa volonté d'en faire son associé, montrent qu'il ne saisit pas la nature profonde du petit chose. Il n'y a que lorsqu'il apprend que la publication du poème peut rapporter 1100 francs, qu'il commence à porter de l'intérêt à la chose. Pourtant c'est Pierrotte qui s'occupera de lui après l'enterrement de Jacques, c'est lui qui le ramènera chez lui et qui le fera soigner. C'est enfin lui qui lui pardonnera la longue période sans nouvelles et qui fera de lui son associé. Ce qui apparaît en arrière-plan de l'histoire est la poésie. Tout d'abord, Jacques a pour projet d'écrire un long poème en 12 chants, mais il n'écrira que 4 vers de qualité médiocre. Ceci suffit pourtant à impressionner Daniel. C'est sur le cahier de Jacques que le petit chose continuera d'écrire de la poésie. Lorsqu'il révise au collège de Sarlande, nous savons qu'il a mis de côté la muse et qu'il se concentre sur ses cours afin de devenir professeur. Un été, alors qu'il travaille ses cours, il tombe mystérieusement malade. Aucune maladie n'est pourtant mentionnée. Peut-être que Daniel, ne se permettant pas d'être lui-même, en bloquant sa vocation de poète, a fini par en tomber malade. Lors de la fête du principal, un poème composé par le petit chose est lu en public. Alors que le poème a été envoyé anonymement, Daniel ressent le besoin de faire connaître son véritable compositeur, ce qui semble étrange. Le fait que le public ait apprécié son poème montre que Daniel n'est pas un si mauvais poète, surtout après que le public ait rejeté le poème écrit par M. Viau. Après l'arrivée à Paris de Daniel, Jacques se rend compte que son frère a écrit de la poésie. Jacques ne cessera d'encourager son frère dans cette voie.
Il sera scandalisé en apprenant que Pierrotte a proposé au petit chose de devenir vendeur de porcelaine, car pour lui, c'est comme si on proposait à Lamartine de vendre des paquets d'allumettes. Jacques semble avoir perdu la capacité de faire un poème, car en tant que secrétaire, il n'écrit que ce qu'on lui dit et n'écrit pas de lui-même. Cependant, plus jeune, il ne semblait pas inspiré non plus. Jacques a tellement foi en son frère qu'il est incapable de voir ses défaillances en tant que poète. La lecture chez Pierrotte est une mauvaise idée. En effet, le petit chose se retrouve à lire son poème parmi des marchands de porcelaine qui ne pensent qu'aux chiffres et des invités qui n'y connaissent rien en poésie. Le papillon du poème ressemble étrangement à Daniel puisque les autres animaux le traitent de bohème, de réfractaire, de poète et de sauteur. Le petit chose a donc conscience qu'être poète correspond au fait de ne pas prendre le même chemin que les autres et que cela comporte le risque d'être jugé négativement par autrui. La mort du papillon est à relier avec la mort du poète en Daniel. Le jugement des autres est sans pitié. Monsieur Lalouette apprécie la mort du papillon. Alors que Daniel vient de déclamer son poème, Pierrotte lui propose de travailler pour lui en tant que vendeur de porcelaine, zappant ainsi le rêve du jeune homme. Dans cette maison, il n'y a que Camille qui est capable de voir en Daniel un poète. Lors de la première rencontre entre Camille et Daniel, Camille lui demande de réciter certains de ses vers. Camille paraît apprécier le fait que Daniel lui offre son premier livre. Divers artistes qui accompagnent Irma Borel lui font comprendre que le petit chose n'est pas un bon poète. Lorsque Jacques retrouvera son frère après son départ de l'Italie, il continuera à vouloir que son frère fasse de la poésie. De son côté, Daniel sait cette idée non viable et cherchera à gagner sa vie. La mort de Jacques rendra toute possibilité de devenir poète inaccessible à Daniel. Le petit chose finira par définitivement tuer le poète qui est en lui en acceptant de travailler avec Pierrotte dans le magasin de porcelaine. Alors qu'il a été plusieurs fois appelé Monsieur Daniel au cours de l'histoire, le petit chose réintègre son nom de famille puisque sur la nouvelle pancarte, Pierrotte a inscrit le nom Hissette. Ce qui me frappa d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. À Lyon, les fils de riches ne portent pas de blouse. Il n'y a que les enfants de la rue, les gones comme on dit. Moi, j'en avais une petite blouse, j'avais l'air d'un gone. Quand j'entrais dans la classe, les élèves ricanèrent. On disait « Tiens, il a une blouse ». Le professeur fit la grimace et tout de suite me prit en aversion. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres, d'un air méprisant. Jamais il ne m'appela par mon nom, il disait toujours « Eh, vous là-bas, le petit chose ». Je lui avais dit pourtant plus de 20 fois que je m'appelais Daniel Hissette. À la fin, mes camarades me surnommèrent le petit chose, et le surnom me resta. Ce n'était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Les autres avaient de beaux cartables en cuir jaune, des encriers de buis qui sentaient bon, des cahiers cartonnés, des livres neufs avec beaucoup de notes dans le bas. Moi, mes livres étaient de vieux bouquins achetés sur les quais, moisis, fanés, sentant le rance. Les couvertures étaient toujours en lambeaux, quelquefois il manquait des pages. Jacques faisait bien de son mieux pour me les relier avec du gros carton et de la colle forte. Mais il mettait toujours trop de colle, et cela puait. Il m'avait fait aussi un cartable avec une infinité de poches, très commode, mais toujours trop de colle. Le besoin de coller et de cartonner était devenu chez Jacques une manie comme le besoin de pleurer. Il avait constamment devant le feu un tas de petits pots de colle, et dès qu'il pouvait s'échapper du magasin un moment, il collait, reliait, cartonnait. Le reste du temps, il portait des paquets en ville, écrivait sous la dictée, allait aux provisions, le commerce enfin. Quant à moi, j'avais compris que lorsqu'on est boursier, qu'on porte une blouse, qu'on s'appelle le petit chose, il faut travailler 2 fois plus que les autres pour être leur égal, et ma foi. Le petit chose se mit à travailler de tout son courage.